Cette année encore, il n'y a pas eu de saison des pluies en Somalie. Dans plusieurs régions, la végétation est brûlée par le soleil, le bétail ne trouve pas de quoi se nourrir, cet éleveur voit son cheptel dépérir. J'avais 500 chèvres. Il ne m'en reste plus que 50. J'avais 70 chameaux. Il m'en reste 20. 60% de la population somalienne dépend de l'élevage. Sans ressources ni revenus, des dizaines de milliers de familles trouvent refuge dans des camps de fortune, la faim et la peur au ventre. Si la pluie ne vient pas bientôt, des gens pourraient commencer à mourir, comme le bétail. Sous l'effet du dérèglement climatique et du phénomène El Niño, des pluies se sont abattues sur la capitale Mogadiscio ces derniers jours. Mais pas de quoi pallier une sécheresse qui accentue l'insécurité alimentaire. L'ONU prévient, plus de 6 millions de personnes, soit un habitant sur 3, sont actuellement confrontés à une faim aiguë, notamment des enfants qui souffrent de malnutrition. La situation est rendue encore plus dramatique à cause de la crise au Moyen-Orient, qui fait grimper les prix du carburant, plus 150% et plus 20 à 30% pour la nourriture. Le blocage du détroit d'Ormuz a compliqué une situation déjà extrêmement précaire, sur fond de conflits armés et de déplacement de population. Mais la famine menace d'autant plus que les États-Unis, principaux pourvoyeurs d'aide humanitaire en Somalie, ont opéré des coupes budgétaires drastiques sous l'impulsion de Donald Trump. Les coupes dans l'aide ont eu un impact spectaculaire en démantelant l'environnement protecteur auquel les populations avaient auparavant accès. On est au bord de la rupture. Alors, entre le recul de l'aide humanitaire et les facteurs géopolitiques, la Somalie peut-elle faire face? Quel est l'impact du dérèglement climatique sur le risque de famine? Comment répondre à l'urgence humanitaire? Nos trois invités pour ce sujet, pour ce débat. Lucile Grosjean, bonsoir, porte-parole de l'UNICEF. Vous avez participé à plusieurs missions d'urgence en Somalie pour action contre la faim. Vous estimez que la Somalie vit une crise sans précédent dans son histoire, d'autant plus que sa population se compose majoritairement d'éleveurs et d'agriculteurs qui dépendent directement du climat pour vivre et pour survivre. À côté de vous, Thomas Melonio, bonsoir, chef économiste à l'Agence française de développement, l'AFD, qui a publié en janvier de cette année l'économie africaine 2026, un rapport sur le thème adaptation au changement climatique en Afrique, comprendre, planifier, investir. Et à propos du sujet qui nous intéresse ce soir, la Somalie, vous estimez que la population somalienne pâtit aussi de l'augmentation des prix de l'énergie et des engrais en cause la guerre en Ukraine, la fermeture du détroit d'Ormuz, qui ont certainement renforcé l'insécurité alimentaire dans le pays. Et à côté de vous, Vincent Hugeux, bonsoir, grand reporter, spécialiste de l'Afrique, dernier ouvrage, Les fers et le fouet, une histoire raisonnée de l'esclavage. Vous considérez que la situation en Somalie n'est pas que la conséquence du réchauffement climatique, qu'il y a aussi un contexte politique, milicien, militaire, qui empêche le bon acheminement des denrées. Il ne suffit pas de débloquer des fonds, il faut que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin, ce qui est loin d'être garanti. On développera tout ça, mais on démarre avec le sigle du jour. IPC, pour en français, cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. C'est une échelle reconnue internationalement pour évaluer la gravité d'une sous-alimentation avec 5 échelons, la famine étant le plus élevé. 3 critères caractérisent une situation de famine. Au moins 20% de la population est confrontée à des niveaux extrêmes de faim. Un tiers des enfants sont amaigris ou trop maigres pour leur taille et le taux de mortalité double par rapport à la moyenne habituelle. Lucile Grosjean, où est-ce qu'on en est concrètement en Somalie? Quel est le quotidien de ces Somaliens qui sont touchés par la faim? Très concrètement, aujourd'hui, il y a 6 millions par rapport au tableau qu'on voit. Il y a 6 millions de personnes qui sont dans le stade 3 ou plus, sachant qu'on est dans un pays d'à peu près 20 millions d'habitants, donc plus d'un tiers, en gros, de la population qui est dans un stade de crise déjà. Et il y a certaines zones de Somalie, notamment une région de Somalie qui a été déclarée en stade 5, donc dans le stade de famine. Donc la situation est d'ores et déjà extrêmement grave. Et on arrive à la fin de la saison des pluies, la dernière saison des pluies, qui n'a pas été si mauvaise. Mais le tout, c'est qu'on était tellement sur un enchaînement de sécheresse que de toute façon, ça n'a pas pu rattraper la situation qui était déjà extrêmement compliquée pour les éleveurs, les agriculteurs, les familles, les enfants, et qui du coup commencent beaucoup à se déplacer
à partir de leur village parce que plus d'eau, plus de pâturage, plus de champs possibles, plus d'animaux, et qui rejoignent les centres urbains pour essayer de grappiller de l'aide autant que faire se peut. Dans des coins de fortune. Thomas Melonio, et justement, il a plu là, il y a quelques jours à Mogadiscio, la capitale, après quasiment 3 années sans pluie. Mais en fait, c'est le phénomène El Niño. Visiblement, la Somalie subit le réchauffement climatique alors qu'elle n'est responsable que de 0,03% des gaz à effet de serre. Oui, la situation pour la Somalie est assez claire. Ce n'est pas du tout un pays qui est à l'origine du changement climatique. Ça, c'est vraiment les États-Unis, la Chine, l'Europe. En revanche, les conséquences sont très, très fortes. Alors, cette année, le phénomène El Niño probablement a accru la sécheresse et peut-être accroîtra les pluies en fin d'année. C'est ce que dit la FAO. Mais disons qu'indépendamment des phénomènes plus ponctuels, ce qui se passe, c'est quand même une aggravation, une élévation des températures et donc une aggravation structurelle des sécheresses. Donc, il y a une situation alimentaire particulièrement grave cette année, mais qui se rajoute à une situation qui était elle-même défavorable. On est sur un pays où déjà l'agriculture était un peu marginale. La Somalie importe 90% des céréales qu'elle consomme. En revanche, l'élevage est extrêmement important en Somalie, c'était dit juste avant. Et les chaleurs extrêmes, on les ressent pour nous-mêmes, mais ça a des impacts aussi très forts sur l'élevage et sur le bétail. Donc il peut y avoir une mortalité très importante du bétail. Et c'est les enfants qui sont les premières victimes. On parle de plus d'1,5 million d'enfants soumis à ces états de... Quasiment 2 millions en l'occurrence. Quasiment 2 millions maintenant. 2 millions qui sont en situation de malnutrition aiguë. Donc on commence à aller, on est dans un stade où c'est une maladie. On n'est plus juste sur un manque de nutriments où on a faim, etc. On est au stade de la maladie. Ouais. Et donc quasiment 500 000 qui sont au stade ultime de cette malnutrition aiguë, la forme la plus sévère, qui est mortelle à court terme. Vincent Hugeux, on s'interroge, est-ce qu'il est envisageable pour ces femmes, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont énormément d'enfants, d'accéder à la contraception ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne peut pas exister ? Vous avez quand même des invariants et des écueils culturels qui sont extrêmement pesants, en l'occurrence. Et puis, vous avez donc ces femmes qui, très souvent, après une longue marche et avoir perdu 2, 3, 4 enfants, se retrouvent dans un camp de réfugiés, par exemple autour de la ville de Kismayo, dans le sud, où il reste un hôpital plus ou moins fonctionnel, avec des lits où vous avez des enfants malnutris alignés les uns à côté des autres et pour lesquels l'espérance de vie est de quelques jours, de quelques semaines. Moi, je propose qu'on ouvre une souscription pour les climato-sceptiques de cette planète et que l'on finance un charter. Ceux qui doutent encore de la réalité, par exemple, du phénomène Niño, devraient aller faire un petit stage en Somalie ou ailleurs. Et j'observe d'ailleurs qu'on pense très souvent, c'est notre invariant culturel à nous, la persistance rétinienne de la sécheresse extrême. Mais ce n'est pas que ça. C'est cette alternance de sécheresse récurrente et d'inondations dantesques, et aussi ravageuses d'ailleurs, de cette manière que la sécheresse. Phénomène qu'on trouve pas seulement en Somalie, mais en Europe, mais aussi dans l'ère sahélienne, par exemple. En fait, vous prenez un shaker et vous mettez tous les ingrédients du même cocktail toxique, donc les sécheresses récurrentes, l'affaissement spectaculaire de l'aide, l'instabilité, les conflits armés, vous secouez très fort et vous avez la Somalie d'aujourd'hui. Ouais. Les premières victimes sont souvent les enfants, les plus faibles. Écoutez la directrice de l'action humanitaire de l'ONG Save the Children, que vous devez connaître certainement et qui est présente en Somalie. Rien que pour cette année, on prévoit qu'1,84 million d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë. La situation des enfants dans toute la Somalie est extrêmement préoccupante. Les taux de malnutrition ne baissent pas. Nous constatons la propagation de maladies infantiles à travers le pays. Les taux de déscolarisation sont actuellement très élevés et continuent d'augmenter en raison de la sécheresse. Lucille Grosjean, concrètement, il y a encore des centres de santé qui fonctionnent ou ils ferment les uns après les autres ? Il y en a encore qui fonctionnent et on essaie de les soutenir un maximum à l'UNICEF, mais notamment du fait de toutes les baisses d'aide qu'on a vécues, notamment depuis l'année dernière. On en est quasiment à 600 de ces centres de santé qui ont soit fermé, soit ont réduit drastiquement leurs activités. 600 sur combien à peu près ? Sur plus que ça, parce que c'est vraiment des petites structures, etc. Mais ça reste un impact énorme. Et du coup, il y a un vrai enjeu d'éviter l'effondrement du système de santé dans le pays, où là-bas, c'est là où il y aura la disponibilité des traitements contre la malnutrition, etc. Alors vous avez évoqué la baisse des aides, évidemment, on pense à la suppression de l'USAID par l'administration Trump. On en parle avec vous, Anna. Oui, en mars 2025, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, annonçait officiellement la fin de l'USAID et l'arrêt immédiat du financement de plus de 80% de ces programmes dans le monde. Et en Somalie, cette aide américaine, elle contribuait à 54% des besoins humanitaires selon le gouvernement somalien. Et aujourd'hui, elle est réduite à 0. MSF des agences de l'ONU, vous l'avez dit,
rapporte que beaucoup de centres de santé et de nutrition ont dû fermer faute de financement. Résultat, avec moins de personnel, moins de médicaments, le nombre de cas de malnutrition, d'infections respiratoires, de diarrhée et de rougeole a explosé dans le pays. Et par ailleurs, la Somalie est dans le viseur de Donald Trump. Tout à fait. En fin d'année dernière, le président s'en est pris à la communauté somalienne au sujet d'un scandale dans le Minnesota. Il a eu des mots très durs, je le cite. En Somalie, ils n'ont rien. Ils ne font que s'entretuer. Leur pays ne vaut rien. Leur pays est pourri. Quelques jours plus tard, son administration suspendait le programme d'aide alimentaire en Somalie, le PAM. Finalement, la distribution a bien repris à la fin du mois de janvier. Mais les États-Unis ont tout de même tenu à rappeler qu'ils continuaient à réévaluer leur posture d'assistance en Somalie. Et pourtant, on a appris la semaine dernière que les États-Unis annonçaient une aide d'urgence de 800 millions de dollars pour l'Afrique et notamment pour ce programme alimentaire mondial dont la Somalie pourrait probablement bénéficier. Thomas Melonio, comment est-ce que vous expliquez cette stratégie de girouette des États-Unis ? D'abord, première chose, il y a eu une attaque idéologique très forte aux États-Unis, notamment au moment de la période Elon Musk, la période de la tronçonneuse que vous avez pu observer comme moi, qui a amené à la suppression du USAID. Vous parliez de Marco Rubio, à la fin de l'année 2025, il y a eu une forme de réinvestissement. Parce que même dans le Parti républicain, il n'y a pas une homogénéité de l'attaque généralisée contre l'aide publique au développement et la solidarité. En particulier parce qu'on voit les conséquences négatives quand on procède à des coupes trop massives. Donc s'agissant de la Somalie, c'est un des 4 pays au monde qui a le plus perdu avec la baisse des financements américains. Il y a aussi le Soudan, par exemple, ou la République démocratique du Congo, si on reste en Afrique. Mais des gens sont morts suite à la suppression de ces aides ? Mais c'est assez probable. C'est-à-dire que quand on est sur des éléments type aide alimentaire, ce type de programme, oui, il y a des vies. On n'est pas toujours capable de les tracer individuellement, mais c'est sans doute parmi les choses qu'on verra un peu plus tard. Mais c'est quand même frappant, je trouve, comme conséquence de voir au sein d'une même année, d'abord une baisse très forte, et puis après, face aux conséquences, un réinvestissement. Pas à travers USAID, c'est le département d'État américain qui aujourd'hui porte ces programmes, mais comme vous le disiez, il y a un retour dont on peut espérer qu'il aide à... Qu'il soit durable. Qu'il soit durable et qui permette d'alléger un peu les conséquences. Il y a des éléments globaux. Hein. Vous parlez des États-Unis, il y a beaucoup de Somaliens qui partent dans la sous-région, Kenya, Éthiopie, mais aussi à l'étranger. Et en même temps, Vincent Hugelet, il n'y a pas que les États-Unis, ça n'est pas que leur faute. Il y a aussi d'autres pays, notamment les Occidentaux, l'Union européenne, qui font des coupes budgétaires. L'affaissement de l'aide humanitaire, aide en termes d'agriculture, aide budgétaire, est spectaculaire. On estime qu'il y a eu une diminution de 60% des aides globales à la Somalie dans les 3 années écoulées. C'est-à-dire que les embardées américaines sont dévastatrices. Parce que ce dont on a besoin quand on travaille sur le terrain, et vous savez quelque chose, c'est de la permanence. De pouvoir installer un programme dans la durée. Suivi de population, continuité de l'approvisionnement, semences, etc. Quand vous êtes sur du on and off perpétuel comme ça, vous brisez les élans et les volontés. Il y a quand même des dizaines d'ONG qui ont quitté la Somalie parce qu'une partie substantielle de leur financement venait précisément de l'USAID. C'est une posture qui est criminelle, et pas seulement d'ailleurs en matière de nourriture, mais regardez les chiffres aujourd'hui du sida, regardez le combat contre le paludisme. C'est des trucs tout bêtes, les moustiquaires imprégnés, donc d'un produit répulsif, efficace pour les jeunes enfants, pour les mères allaitantes, etc. C'est crucial. Et quand vous coupez les vivres aux ONG qui assurent l'acheminement de ces moustiquaires, eh bien vous envoyez à la mort des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et Lucille Grosjean, le PAM, donc le Programme alimentaire mondial, a averti qu'il pourrait cesser ses opérations d'ici le mois prochain, d'ici la fin du mois de juillet. Notamment sur l'ampleur des distributions alimentaires. Et ça veut dire réduire, d'autant plus, sinon ça veut dire réduire des portions, réduire le nombre de familles, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils arrêteront toutes leurs opérations, notamment en Somalie, vu la situation, mais en tout cas une réduction. Nous, effectivement, aussi à l'UNICEF, on a eu une baisse en gros de 30 à 40% de nos financements sur la Somalie. On a dû aussi fatalement participer à réduire, faire des choix, devoir faire des choix qui sont horribles, parce que très clairement, il y a des morts. C'est le cauchemar de tout soignant. De faire un choix. Choisir qui sauver. C'est une phrase que j'ai lue dans un témoignage récent d'un humanitaire qui opère en Somalie. Mais pardon, est-ce que la générosité de l'opinion publique, de nous, vient compenser ou pas du tout les pertes actuelles budgétaires ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une sensibilisation de l'opinion publique qui a été assez forte pour la Somalie il y a encore quelques années ? La générosité du grand public, elle est là, elle existe, mais elle ne pourra jamais remplacer les financements mondiaux des États. Et en plus, il y a une responsabilité des États qui ont parlé du réchauffement climatique et de la responsabilité climatique.
la responsabilité Les climatique, émetteurs de elle n'est gaz pas à au effet de Somalie. serre. Et du coup, c'est aussi ça, l'aide, ça peut être de la compensation par rapport à des désordres causés. Donc il y a une vraie responsabilité des États également. Oui, parce qu'il y a 131 millions de dollars d'aide d'urgence nécessaires selon le fameux PAM, Programme d'aide alimentaire. Et moins de 15% aujourd'hui qui sont fournis. 13%. Ouais, Thomas Melogno. Et la Somalie n'est pas le seul pays concerné par ces coupes budgétaires. L'ONU alerte sur une aggravation de la faim dans 13 pays, notamment le Soudan. Donc on est dans quelque chose de plus global actuellement en Afrique. Bien sûr, mais là on parle de la Somalie aujourd'hui, mais si vous regardez l'ensemble de la Corne, donc on voit la carte ici, que ce soit l'Éthiopie, le Kenya, sont des pays où il y a également des sécheresses. Les sécheresses, elles ne sont pas du tout limitées aux frontières, mais plus généralement, si vous regardez l'Afrique de l'Ouest aussi, vous avez des phénomènes de hausse des températures et donc des sols plus secs et des difficultés agricoles. Donc la Somalie, on voit un exemple peut-être avec un pays où c'est plus l'élevage qui est directement impacté. Dans d'autres pays, ça sera plutôt l'agriculture, donc je ne généralise pas, mais de manière générale, quand vous avez une élévation de la température, vous allez avoir des problèmes agricoles qui peuvent être sérieux. Et c'est vrai que vous disiez, est-ce que la générosité individuelle peut se substituer USAID, c'était à peu près 42 milliards de budget. Donc c'est très compliqué d'espérer que des individus se substituent à un État avec des philanthropes très riches. Même généreux, hein, mais vous voyez, la Fondation Gates va passer de 6 milliards à 9 milliards par an, donc plus 3 milliards. Évidemment, même un homme très riche et très généreux en l'occurrence fait plus 3 milliards, ça ne peut pas compenser moins 42 milliards. Voilà. Alors, encore une fois, ce qui est plus un motif d'espoir, s'il faut en trouver un, c'est qu'il y ait une forme de réinvestissement parce qu'on voit les conséquences qui débordent de la Somalie dans le reste du monde. Que ce soit par des réfugiés ou par des problèmes de sécurité dont on parlera plus tard. Mais donc ça montre que c'est pas innocent, c'est pas non plus indolore quand on fait des économies, et parfois on a besoin d'en faire, je ne le conteste pas du tout, mais ça a des conséquences. Vincent Hugeux, quelle est la situation géopolitique en Somalie ? Est-ce qu'il y a, on sait qu'elle est très chaotique, très instable, est-ce qu'il y a une emprise de groupes djihadistes ? Alors, vous avez là aussi toute la collection des fléaux géopolitiques. Alors, d'abord, 1991, la fin d'une dictature avec un certain Siad Barre qui tenait le pays à la schlag. C'est à ce moment-là que le Somaliland, qu'on apercevait sur la carte tout à l'heure dans le nord, fait sécession. Et d'ailleurs, il a été reconnu pour la première fois par un État, l'État d'Israël. On pourrait évidemment réfléchir à la raison qui a motivé cette démarche inédite. Donc vous avez à la fois un pouvoir qui est contesté, vous savez, c'est une structure fédérale en théorie, la Somalie. Donc il y a des États qui sont en bisbille avec le pouvoir central, avec le président, et vous avez aussi depuis 20 ans un pouvoir, ou une impuissance d'ailleurs, qui est aux prises avec des phénomènes djihadistes, en l'occurrence ce qu'on appelle les Shebab, donc qui sont eux affiliés en théorie à Al-Qaïda, même s'il y a aussi une petite filiale locale de l'État islamique. Donc il y a des pans entiers du territoire, notamment entre Mogadiscio et le sud-ouest, qui échappent totalement au contrôle des autorités. Ces djihadistes sont très actifs encore aujourd'hui. Oui, ils sont très actifs. On en parle moins, mais ils sont toujours extrêmement actifs. Encore une fois, ils contrôlent une partie du pays. Et puis, pour ajouter à cela, vous avez donc un président... l'histoire de la Somalie, c'est l'histoire de mandats élastiques et d'élections ratées. Bon. Et de corruption. Et là, le 15 mai, le mandat de Hassan Sheikh Mohamud, donc le président en titre, arrivait à expiration. Un bricolage constitutionnel a permis de l'étendre en théorie, mais ça a suscité des oppositions, etc. Donc vous avez, encore une fois, c'est pour ça que je parlais de ce cocktail toxique tout à l'heure, vous avez aussi cette instabilité permanente, ces accrochages. Il y a eu des combats au début du mois de juin dans Mogadiscio, ce que les habitants de la capitale n'avaient pas vu depuis très longtemps. Alors justement, vous évoquez cette instabilité permanente, on va y revenir avec notre archive. La Somalie a été broyée par la guerre civile que vous venez d'évoquer, c'était entre 78 et 91, vous me corrigez si ce n'est pas une erreur, avec des conséquences dramatiques sur le plan humanitaire, même après la fin officielle du conflit. Notre archive date de 92. La nourriture est en Somalie une denrée plus rare que les fusils. Les 10 000 tonnes livrées chaque mois sont insuffisantes pour nourrir un peuple entier. La nourriture, les Somaliens se l'arrachent et au bout du compte, ce sont les armes qui font la loi. À l'évidence, si l'aide humanitaire internationale était plus importante, plus massive, le recours à la protection armée ne serait peut-être pas indispensable, mais ce n'est pas le cas. Il faut bien se l'avouer, la communauté internationale a failli à son obligation morale, celle de sauver un pays en danger de mort. Lucille Grosjean, il y a encore des gens aujourd'hui en Somalie qui fuient ces situations de conflit que vous rencontrez
sur les Bien routes. sûr, et comme on le disait, c'est souvent un mix à la fois du conflit local, et ces conflits localisés sont aussi beaucoup sur des ressources en eau, sur des terres, etc. Donc il y a les conflits, il y a la sécheresse, etc. Donc effectivement, les gens fuient. On en est à plus de 3,5 millions de personnes qui sont déplacées dans le pays, donc c'est énorme. Donc oui, ils fuient pour essayer de trouver de l'aide quelque part et des ressources. Le blocage du détroit d'Ormuz a eu des conséquences sur le prix des denrées, puisque le pays importe son pétrole et beaucoup de denrées alimentaires. Alors, conséquence, le prix de l'énergie a doublé, le prix des engrais a doublé et le prix de l'eau a doublé. La Somalie, c'est un pays où le prix de l'eau va dépendre de l'énergie à cause des pompes et aussi de l'utilisation de camions pour délivrer de l'eau. Donc, on peut citer ces 3 chiffres. Bien sûr, ça a des conséquences sur la pauvreté. Diagnostic des agences onusiennes, même si le fameux mémorandum aboutissait à une paix durable, à une réouverture permanente du détroit d'Ormuz, ce qui n'est pas prouvé, on ne pourrait en mesurer les effets bénéfiques qu'au début de l'année prochaine, dans le meilleur des cas, parce qu'il faut là encore réinstaurer une normalité qui était totalement bouleversée par cet épisode. Et effectivement, il y a un vrai enjeu de délai qui rentre en jeu, et notamment là en Somalie où on est sur du flux tendu, sur l'approvisionnement en produits nutritionnels notamment. C'est un vrai enjeu parce qu'on est aujourd'hui sur du potentiellement 4 à 6 mois de délai pour refaire rentrer un peu massivement des produits nutritionnels dans le pays. Donc c'est une vraie problématique. Et l'eau, vous parlez de l'eau, comment on gère ce manque d'eau ? Eh ben, il y a des endroits où on creuse très très profond, c'est pour ça qu'il y a besoin de pétrole, c'est qu'il y a des puits qui peuvent être à 300 mètres de profondeur, etc. Et du coup, il y a besoin d'un système de pompe qui marche au pétrole pour la faire remonter. Donc on va puiser dans des nappes, mais qui effectivement ne sont pas infinies globalement. Donc c'est aussi pour ça que les gens se déplacent à un moment ou à un autre. On évoquait les enfants qui sont les premières victimes de la malnutrition, des crises de famine aiguë, mais les femmes aussi sont victimes de cette façon et d'autres façons. Alors déjà, on parle de la malnutrition parce que notamment dans les périodes où elles sont enceintes, il y a un besoin de nutriments qui est plus important, donc elles vont être ou dans les périodes d'allaitement où on a besoin de plus de nutriments et donc elles vont être victimes. Après, on retrouve tous les phénomènes liés à la guerre, bien sûr, de séparation de familles. Dans les camps de déplacés, il y a une promiscuité qui est énorme, donc il y a tous les enjeux qu'il peut y avoir de protection, d'agression, etc. Sexuelle et autres. Et puis en plus, quand on est dans des zones d'extrême pauvreté, il y a beaucoup d'endettement et du coup il peut y avoir des systèmes pour essayer voilà, tout est bon pour essayer de trouver à manger à un moment ou à un autre. Donc oui, la situation est très compliquée pour les femmes et les enfants. Thomas Meloniot, vous avez été conseiller Afrique de François Hollande lorsqu'il était président. C'est difficile de sensibiliser les politiques à ces problèmes d'un autre continent. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'urgences nationales. On parle du changement climatique en France en ce moment beaucoup plus peut-être qu'il y a 15 jours ou 3 semaines. Donc je ne dis pas du tout d'ailleurs qu'il n'y a pas d'urgence et de besoins nationaux. En revanche, je crois que c'est utile d'ailleurs dans des émissions comme la vôtre, mais de montrer ce qui se passe à l'étranger, de comprendre la connexion d'ailleurs entre nos propres, par exemple, émissions de carbone, ce n'est pas le seul sujet, mais celle de pays émergents et ce qui va advenir dans le reste du monde, et de pouvoir illustrer ce qui est par construction loin de nous. Donc bien sûr, l'urgence, les demandes nationales ont tendance à éclipser le reste. Et je me réjouis en tout cas qu'on puisse montrer, pour le meilleur et pour le pire aussi, ce qui se passe à l'étranger. Ce que j'espère quand même, c'est que ça donne envie d'agir. Donc, Comment agir Je voyais à l'AFD avec la coopération suisse, on soutient un programme pour soutenir, pour appuyer les éleveurs, pour par exemple éviter la mortalité des troupeaux. Je ne dis pas que c'est à l'échelle des problèmes, en fait, c'en est assez loin, mais on peut quand même agir même dans des contextes compliqués. Mais en effet, ça suppose toujours de se dire oui, c'est important et je peux faire un peu plus et je ne suis pas indifférent à ce qui se passe dans le reste du monde. Et il faut le mettre en lumière, comme vous l'avez fait tous les 3 ce soir. Merci infiniment d'être venus évoquer la situation en Somalie.